Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Black Panda Mining TV. Aujourd'hui, on va donc aborder un célèbre épisode notamment concernant le montage d'un rig CPU. Aujourd'hui, je vous dis tout donc comment monter cette petite bête. On va aborder différents sujets, notamment la partie hardware et software. Donc si vous ne connaissez pas la chaîne, je vous invite donc à vous abonner puisqu'ici on parle de crypto-monnaie. On parle de minage par microprocesseur et on essaie souvent d'aborder des petits coins qui peuvent rapporter gros. Restez bien en ligne et je vous dis à tout de suite et bienvenue sur Black Panda Mining TV. Alors, les amis, bon, bah écoutez, je sais que j'ai eu plein de messages pour me dire Panda, est-ce que tu peux nous remettre donc ta vidéo sur le montage d'un rig CPU? Et puis c'est vrai que c'est le genre d'épisode sur lequel vous pourrez revenir assez régulièrement, notamment pour pouvoir apprendre comment on monte un rig CPU, et puis les petites spécificités donc que je vais aujourd'hui vous décrire. On va aborder donc la partie hardware, ok? Donc comment on monte aujourd'hui ce rig, et puis sur la partie après software, je vous montrerai comment après derrière on peut donc charger le programme iOS sur une clé USB pour pouvoir donc le lancer après derrière au niveau du soft, pouvoir reconnaître donc votre rig sous iOS. Et puis, bien évidemment, après pouvoir lancer votre flysheet. Et puis surtout, et ça, je pense que ça intéresse pas mal de gens, c'est sur la partie overclock, hein. On va rentrer dans le BIOS de la carte, et puis je vais vous montrer donc les paramètres pour, en fonction des différents algorithmes. Ok. Donc, encore merci et bienvenue hein, sur Black Panda Mining TV. Alors, il y a pléthore hein, de vidéos sur les setups, hein, sur comment monter un rig CPU. Bon, bah celui-là, c'est un peu comme des Nike, hein, les gars, hein. Soit vous voulez des basiques ou soit vous voulez des Air Jordan. Donc ici, c'est by Black Panda. Donc j'espère que avec ma petite patte, ce petit tuto vous permettra de vous sentir à l'aise. Ok. Alors bon, je rappelle donc bien évidemment qu'il y a plusieurs cartes mères qui aujourd'hui existent sur le marché. Donc soyons clairs, hein, que ce soit une X470, une B450, une B550, c'est la même chose. Alors, c'est la même chose à peu de choses près. N'oublions pas malgré tout que enfin, c'est-à-dire que moi maintenant c'est éprouvé après plusieurs rigs CPU, je m'aperçois que le chipset de la B550 c'est quand même l'un des meilleurs, hein. C'est vraiment en termes de stabilité, je ne peux que vous conseiller la B550. Alors bien évidemment, je pense que pour toutes les bourses, une B550 c'est pas forcément l'idéal à trouver en termes de budget dans les prix qui pourraient vous correspondre. La B450 fonctionne très bien, hein. Surtout la Gaming Plus, mais attention, surtout sur la partie du BIOS, parce que bien souvent, il faut remettre à jour le BIOS et ça peut être une belle galère. Alors des fois, vous achetez des cartes pas chères en B450 et puis vous vous retrouvez avec des BIOS préhistoriques. Donc, et ça m'est arrivé, je pense que pour ceux qui me connaissent, hein, sur les derniers épisodes, sur certains épisodes, on avait pu faire justement ce tuto-là sur un BIOS qui était des années 40. Bon, là, ça va pas être le cas. Aujourd'hui, on va monter donc ce rig sur une X470, hein. Le bio est assez limpide, mais notamment pour entrer dans les overclocks. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire que surtout, bon, les séries Gaming Plus sont souvent assez confortables, notamment sur la partie BIOS, hein, donc de pas avoir à galérer à faire un update. Vérifiez bien, hein, puisque aujourd'hui on intègre le petit lingot d'or, hein, qui est notre cher Ryzen 3900X. Voilà, donc je dis lingot d'or, hein, c'est vrai qu'on est vraiment maintenant sur quelque chose qui nous rapporte et dont on prenne soin, hein, d'ailleurs, hein. Alors, et que donc je vais placer sur la X470. Alors, il nous faut 5 éléments majeurs hein, pour ça. Donc, vous avez bien évidemment le microprocesseur, la carte mère, donc je vous ai abordé. Le capital du capital, c'est la RAM. Alors, la RAM, c'est important. Pourquoi? Parce que
Notamment pour la partie évolutive. C'est-à-dire que quand vous montez votre rig, bon, en ce moment, les 3/4 des algorithmes qui rapportent sont sous Ghost Rider, qui ne nécessitent pas d'avoir beaucoup de RAM en puissance. Mais il y a quand même une notion de latence, hein, à avoir sur les RAM, qui fait que moi, je vous conseille aujourd'hui d'avoir au minimum une latence 16, d'accord? Et l'idéal de l'idéal, c'est latence 14. Alors, latence 14, c'est pas pour toutes les bourses. Bon, maintenant avec l'arrivée de la DDR5 sur les nouvelles cartes, la DDR4 devient plus abordable. Donc vous pouvez commencer sur une 3200 MHz avec un CL16. D'accord, ça ira très bien, ça ne consommera pas beaucoup de watts et sur laquelle vous serez plutôt assez confortable. D'accord. Bon, maintenant, c'est vrai que l'idéal, c'est quand même d'être en 3600 MHz, donc sur une RAM. Alors, c'est 16 Go, je conseille un minimum. D'accord. Donc, en un stick, c'est quand même l'idéal. En deux, bon, bah, si vous n'avez pas le choix, mais en un stick de 16 Go, en 3600 en CL16, c'est le top, d'accord? Si vous prenez ça, vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin d'y revenir, ok? Bon, ça dépend des prix en ce moment, mais c'est vrai que maintenant, on arrive à trouver relativement donc, je vous mettrai des liens dans la description, hein, de ce tuto aujourd'hui, hein, qui vous permettent d'avoir des bons plans sur Amazon que j'ai repérés pour l'ensemble donc des éléments que vous allez avoir besoin pour faire votre rig. Et globalement, on tourne à 65-70 euros par barrette de 16 Go en 3600 MHz. D'accord. Donc la RAM surtout c'est important, donc retenez bien, hein, CL16 minimum, 16 Go de RAM et entre 3200 et 3600 MHz pour ce qui est de la puissance. Ok. Ensuite, la RAM, la carte mère, et puis bah, bien évidemment le processeur, mais surtout, en termes de puissance, puisqu'on en parle, le bloc d'alimentation. Alors, pour rappel, quand on mine sur CPU, la consommation watts aujourd'hui, elle est de maximum 100 watts. D'accord. Bien souvent, on est plutôt autour d'un, quand c'est bien géré, 70-80 watts au niveau de vos paramètres d'overclock. Donc, je ne saurais que vous conseiller, en termes d'alimentation, d'être sur des alimentations en 80 plus Gold. Alors, c'est vrai que les 80 plus Gold, c'est tout de suite différents prix. Bien évidemment, il y aura toujours des super alims type Corsair, des choses comme ça. Mais franchement, vous n'êtes pas gamer, ou du moins si vous l'êtes, vous en avez déjà. Mais si vous n'êtes pas, ça sert à rien d'investir dans des méga blocs d'alimentation. Celui-là, je l'ai trouvé, c'est un 450 watts en gold. Bon, je l'ai payé 25 euros. Donc, vous voyez l'écart. Bon, forcément, c'est l'occasion. On est d'accord. Mais je vous ai quand même trouvé pour 50 euros, 49 euros exactement, 48,90 €, une alimentation en gold qui globalement est très bonne et puis surtout qui est en 80 plus. Alors, pour rappel, la norme en 80 plus aujourd'hui, c'est hyper important parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez pas ce type de certification, bah, bien souvent, il y a des volts qui partent en l'air, hein. Donc, la certification 80+, bah, vous permet finalement d'avoir une certitude sur l'optimisation de votre courant. Parce que globalement, vous voyez, quand vous êtes à 100% de taux d'utilisation de votre alim, et ben, en fonction de la certification, si vous êtes en bronze, vous verrez, ça enverra donc 82% du courant vraiment. Et puis si vous êtes en gold, vous êtes à 87%. Voilà. Donc vous allez me dire, oui, bon, c'est sûr, la Panda, c'est pas non plus un gros écart. Donc en bronze, pourquoi pas non plus, ou en 80 plus standard. C'est comme vous voulez, d'accord? Je vous impose rien, je vous dis juste que c'est toujours mieux d'avoir le top pour pas y revenir. Surtout qu'après, derrière, bah, c'est susceptible de pouvoir être évolutif. Pourquoi? Parce que si vous prenez un 80 plus gold, et je vais vous le montrer tout à l'heure, c'est qu'on va pouvoir splitter l'alimentation sur un port, sur un splitter 24 pins, qui finalement, cette alimentation va pouvoir alimenter deux cartes. D'accord. Donc si vous êtes en 80 plus gold, certes c'est 50 balles, mais à mon avis sur un 80 plus bronze, bon, vous pourriez le faire aussi également, quoi. Mais je vous préviens, en termes d'efficience, c'est toujours mieux d'avoir du gold. Maintenant, le bronze peut suffire tout à fait. Et alors, c'est surtout en 350 watts, 400 watts, c'est le gros maximum, hein.
Maintenant, si vous avez des promos intéressantes à 550 watts, etc., bon, bah, allez-y. Mais entre nous, il n'y a franchement pas besoin d'avoir des alimentations qui dépassent les 500 watts pour le montage d'un rig. Moi, je ne saurais que vous conseiller de partir sur un 350, 450 watts maximum, d'accord, en certification Gold. Après, c'est vous qui voyez. Sachez que, bon, bah, bien évidemment, au départ, c'est vrai que moi j'avais dit bon, une alimentation pour un rig, mais avec cette solution de splitter en 24 pins et puis en splitter aussi en microprocesseur pour l'alimentation du CPU, hein, il y aura un doublage, d'accord? Bon, ça peut être pratique, entre guillemets, pour ceux qui peuvent stocker. Maintenant, c'est vrai que si vous n'avez pas des étagères ou des choses comme ça, si vous voulez quelque chose de compact et de mobile, bah, c'est vrai que si vous avez deux cartes pluguées sur une seule alim, c'est à chaque fois un peu délicat de pouvoir déplacer. Bon, en théorie, c'est censé être posé et on n'y touche plus après. Donc après, à vous de voir. Ça fait quand même des économies en termes de coûts hardware. Et c'est vrai que c'est toujours pratique d'avoir un doubleur de 24 bits qui coûte 12 euros, je crois. Alors, on peut les trouver bien moins chers, hein, mais qui est livrable en 24 heures sur Amazon. Donc, je vous ai mis aussi le lien dans la description. Donc, voilà pour l'alimentation et puis la notion donc, de la certification 80+. Donc, retenez bien ça. Ensuite, par rapport à ça, vous avez donc bien souvent, bon, oui, ils sont pas équipés donc de clés Wi-Fi. Alors, la clé Wi-Fi, il y a de tous les prix. Bon, celle-ci, c'était parmi les premières que sur lesquelles j'avais investi, qui franchement pas est nécessaire d'avoir un budget qui soit conséquent pour investir là-dedans. Moi, globalement, des clés Wi-Fi, j'en ai pour trouver à 5 euros à peu près, ce qui est largement suffisant. Maintenant, ça dépend où est votre modem, mais globalement, en 1300 Hz, je crois, le mégahertz, hein, de puissance de Wi-Fi, ça suffit largement, hein. Notamment si vous avez vos rigs à la cave et puis votre modem à l'étage, bon, ça peut avoir du sens. Maintenant, c'est à vous de voir en termes de configuration des lieux chez vous pour le Wi-Fi, mais globalement, une carte en Wi-Fi, c'est dans les 5 euros. Et puis alors surtout, ce qui est important, c'est la notion de, n'oubliez pas, vous êtes sous Linux là. Et quand vous achetez des clés Wi-Fi, et si je vous en parle, c'est parce que j'en ai renvoyé plus d'une, c'est que bien souvent derrière, ben, le hardware, le logiciel, les drivers hein, de la clé Wi-Fi, si vous n'êtes pas sous Windows et que vous êtes sous iOS, bah, accrochez-vous pour les mettre dans le mineur. C'est souvent la croix à la bannière. Or, je veux vraiment pour vous que ce soit simple, basique, comme dit Orelsan. Il faut que ce soit hyper simple. Donc si vous commencez à devoir installer les drivers d'une clé Wi-Fi alors que normalement vous n'avez plus qu'à plugger, franchement c'est pas le top. Donc moi je vous ai mis une référence de clé qui va bien. Parce que bon, celle-ci, je l'avais payé 19 euros, c'est beaucoup trop cher, surtout quand on commence à avoir une ferme et puis qu'on veut en déployer plusieurs. Voilà, donc 5 euros pour une clé Wi-Fi, ce sera l'idéal. Voilà, une fois que vous avez votre clé Wi-Fi, vous n'aurez plus qu'à la plugger directement dans le port USB et le driver étant intégré directement à la clé, vous n'aurez rien à faire en termes de manipulation par rapport au repérage du réseau. Hyper important, et souvent c'est vrai qu'on met de côté ce genre de paramètres, c'est la clé USB. Alors pourquoi aujourd'hui je vous dis c'est important la clé USB? C'est parce que une clé USB, si vous n'êtes pas en 3.0, en 3.1 dans l'écriture, c'est chiant. Pourquoi c'est chiant? Parce que quand vous êtes sous iOS ou oui, on va parler d'iOS, notamment sur vos flysheets, à chaque fois vous pouvez changer de mineur ou changer d'algorithme tout simplement. Donc il va recréer une flysheet. Et pour la réécriture sur le SSD, bien souvent des gens utilisent le SSD, mais moi je trouve que la clé USB c'est quand même vachement pratique parce que s'il y a quoi que ce soit, on le retire, on réinstalle le programme, c'est quand même vachement mieux. Il faut pouvoir avoir une vitesse d'écriture qui est hyper simple quand on bascule d'une flysheet à l'autre. Et moi, je me suis vite rendu compte aujourd'hui que des petites clés USB, si on achète des clés USB de merde, franchement, après derrière, bah, au niveau de l'utilisation, c'est moins efficace.
Donc, encore une fois, là, je vais vous conseiller. Alors, moi, je suis sur du 32 gigas. Il y a des bons prix un peu partout sur ces genres de clés. Un programme aujourd'hui, iOS, c'est de l'ordre de, je crois, de 7 gigas à peu près. Bon, après, il y a les updates, hein, donc vous pourriez taper du 16. Bon, 32, vous êtes plus à l'aise. Et puis, bien souvent, les prix en 32 gigas sont beaucoup mieux placés. Et on tourne autour d'un 8 à 9 euros la clé USB. Donc, ouais, c'est pas le drame. Je pense que ça peut valoir le coup de mettre 1 ou 2 euros de plus pour avoir une clé qui soit quand même beaucoup plus confortable, notamment après derrière en termes d'écriture. Et la 3.1 ou 3.0 hein, USB, à partir de 3 en vitesse d'écriture, c'est vraiment important d'avoir ce genre de paramètres. Donc surtout, n'hésitez pas donc sur la clé USB à y aller en 3.0. Et puis je vous montrerai, ben, on va vous montrer surtout comment on flash un programme tout simplement hein, de iOS sur la clé pour pouvoir après derrière tout simplement la plugger sur le port USB et puis pouvoir lancer le programme après directement du mineur. Voilà. Alors, bien évidemment, souvent sur les Ryzen, ça dépend ce que vous avez acheté, hein, mais vous avez le Ventirad qui vous est fourni, bien évidemment. Alors, le Ventirad de chez AMD, le Weight Prism, de base est assez suffit je pense. Maintenant, c'est vrai que bon, il peut y avoir des algorithmes sur lesquels et on va en parler, notamment, je pense pas forcément à du randomix pour du Monero, parce qu'aujourd'hui Monero ça rapporte rien. Je trouve que Monero rémunère mal ses mineurs aujourd'hui pour miner cette crypto. En revanche, l'algorithme randomix DAG est un algorithme donc qui se rapproche bien évidemment du randomix et qui lui nécessite d'avoir pas mal de RAM et qui en termes d'overclock n'a pas les mêmes overclock qu'un Ghost Rider. Donc sur mes derniers épisodes hein, vous avez pu voir que Ghost Rider on parlait de RTM, mais on parle aussi d'autres petites pépites qu'on avait pu aborder au travers de la chaîne qu'ont pu être des Theta, mais qui est parti à la cave, Fita Theta, Babacoin, GSP Coin aussi, GSPC qui est plutôt pas mal. Donc tout ça c'est sous algorithme Ghost Rider et donc qui a le même type d'overclock. Mais quand je veux dire vous êtes sous un algorithme type random XDAG, donc du XDAG, si vous commencez à bricoler vos overclocks, passer par exemple à 1,5 V ou 1,10 V, ça va tout de suite chauffer. Et là, quand ça chauffe, forcément, ce genre de petite bestiole risque de saturer un petit peu. Alors, souvent, et j'ai vu qu'il y a plus un tuto qui avait été fait, en oubliant de vous préciser que, bon, déjà, ça suffit, ok? Si vous démarrez, il n'y a pas besoin non plus de vous lancer sur des gros ventirades pour pouvoir refroidir la chose. Bon, maintenant, si vous avez un Noctua, allez-y, hein, j'ai envie de dire un NH110. Bon, maintenant, on parle de ventirades qui sont plutôt dans des positionnements à 80-100 euros. Là, je vous parle de ventirades qui, globalement, se trouvent autour de 25 à 30 euros, bien souvent d'occasion, ou sont directement fournis avec donc les 3900X qu'on voit là packagés. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a de très bons prix. Je vous ai mis, Rebelote, un lien sur Amazon sur lequel vous pourrez trouver le prix d'un 3900X accompagné de son ventirad et qui suffira amplement. Il ne faudra surtout pas oublier sur cette partie du ventirad, si vous le prenez, d'être sur high et pas sur low. Et bien souvent, ça permet donc d'être sur le maximum de la vitesse de ventilation dès le départ. Il ne faut pas oublier de le brancher. Alors, ça consommera 4-5 watts de plus, mais au moins, vous serez tranquille pour refroidir votre processeur qui, encore une fois, je vous dirai, ne dépassera rarement les 60-65 degrés. Voilà. Sauf et encore sur XDAC, si vous trouvez les bons paramètres, on sera maximum à 66 degrés, quoi. Mais je fais un petit bémol sur la partie random XDAG. Je ne saurais que vous conseiller à ce moment-là d'avoir un maximum de RAM. Il y en a qui continuent en 16 Go en activant le profil XMP, effectivement. Pour du XDAG. Mais bon, bien souvent, en plus de ça, je pense que l'idéal, c'est quand même d'avoir du 32 Go, d'avoir une RAM costaud. Pourquoi? Parce que l'algorithme XDAG demande d'avoir beaucoup de RAM. Contrairement à un Raptoreum, par exemple, hein, donc sous Ghost Rider, qui clairement vous permettra, sur ce type d'algorithme, de n'avoir besoin que d'une barrette de 16 Go et où on jouera sur les paramètres d'overclock
qu'on va aborder donc sur l'épisode suivant. Alors, bon bah là concrètement, je vais poser simplement donc le Ryzen, notre petit lingot, sur la carte. Alors, bon, forcément, il y en a qui savent déjà comment faire, OK. Je rappelle juste que vous avez un petit coin, sur le processeur, en bas ici, qui est identifié. Il faudra pas oublier de bien regarder au niveau de votre carte, où est-ce que cet indicateur est positionné et bien souvent donc, pour pouvoir, poser votre, processeur de la meilleure façon qui soit. Donc on voit le repère, il est juste ici. Donc vous apposez, votre petit Ryzen tranquillement, d'accord? Donc normalement il se cale, voilà, directement sur, la carte et puis vous rabattez, voilà, votre processeur. Ensuite, vous prenez, votre petite pâte thermique. Alors il y a tous les prix, hein. Bon, en plus, des fois, quand vous achetez votre processeur, le Wade Prism a déjà à l'avance comment on appelle ça? Un sticker de pâte thermique. Mais bon, l'idéal, c'est quand même de pouvoir, pouvoir en rajouter. Donc, vous mettez juste une petite pointe ici, ça suffira amplement. Donc, de pâte thermique. Bon, moi, je prends la Arctic, qui est très bien, la MX4. Je crois que là, on est sur combien de grammes? Bon, on va pas rentrer non plus dans ce genre de paramètres. Je vais pas vous saouler avec ça. Je crois que là, on a du 8 grammes. Bon, 8 grammes, c'est à peu près 8 euros les 8 grammes. Donc, c'est pas le drame non plus, quoi. Et puis, ça peut servir pour d'autres processeurs. Donc, une fois que vous avez apposé votre pâte thermique, eh ben, vous avez plus qu'à donc à installer votre ventirad. Alors, le ventirad, faut pas oublier, hein, c'est toujours donc la prise du ventirad qui va se positionner ici sur la partie ventilation. D'accord, je vous montre. Et puis à partir de ce moment-là, vous appliquez délicatement donc le ventirad sur la plaque. Vous pensez surtout bien à enquiller, hein, sur le côté, hein. Vous voyez, il y a un loquet d'un côté pour pouvoir bien le mettre dans le crochet ici de la plaque, hein, AM4. Et puis de l'autre côté aussi, vous vérifiez bien que vous êtes calé au niveau de l'encoche pour pouvoir fixer le microprocesseur de la meilleure façon qui soit. Une fois que vous avez donc calé ça, vous rabattez la molette du haut pour bien serrer votre ventirad sur la plaque et puis c'est calé. Ensuite, vous prenez votre petite rame, d'accord? Et puis, bon, bah, globalement, vous la glissez, donc dans le bon sens de votre carte. Donc, hop. Donc là, j'ai mis la 16 Go en 3600 MHz. Vous la clipsez. Tac, dès que vous entendez le clac, c'est que c'est bon. Hop, c'est bon, c'est calé aussi. Vous glissez votre clé Wi-Fi directement dans le port USB de la carte. OK. Et puis, on va parler surtout pour pouvoir lire dans la carte, dans votre rig, les informations au départ. Eh ben, va bien vous falloir une carte graphique. Alors, je rappelle, et on m'a posé les questions. Quand vous êtes sous iOS et quand vous êtes sur un rig CPU, il y a la fonction donc dans la carte mère pour désactiver, pour ignorer l'identification de la carte graphique, pour pouvoir après derrière redémarrer votre rig sans la carte graphique. Pourquoi? Parce que bien souvent, iOS, si vous laissez votre carte graphique, alors ça dépend, j'ai eu de tous les cas. Moi, pour le coup, je désactive les paramètres directement sous iOS du rig pour enlever pour enlever s'il en fait état, au moins pour être sûr de la carte graphique. Je vous montre par exemple sur un worker. Quand vous rentrez dans la section paramètres, vous avez donc dans le worker l'identification qui va être faite de la carte graphique. Donc il ne faudra pas hésiter éventuellement à retirer toutes les indications de la carte graphique. Et puis si vous descendez plus bas, normalement ici il va voir qu'il y aura une carte qui est glissée. Donc ici tout simplement vous supprimez le 1, vous actualisez et normalement iOS ne vous comptabilisera pas cette carte qui plus est en plus n'étant qu'une seule carte pour pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur du rig, va pas tourner. Donc il n'y aura pas de flash sheet. À partir du moment où il n'y a pas une feuille de route qui lance la carte graphique sur un programme de minage,
y a pas de souci. Donc, les cartes graphiques, moi, je conseille que, franchement, à partir de 2 gigas ou 4 gigas juste pour lire à l'intérieur de votre rig. Et bien souvent, ce genre de cartes, on peut les trouver pour 35 à 40 ou voire 50, 60 euros, quoi. Bon, c'est le genre de carte qui peut être bien pratique et sur lesquelles ben, vous allez devoir, après, derrière, pouvoir l'utiliser pour d'autres rigs et pas forcément la laisser dedans. Donc, ça peut valoir le coup que de vous prendre une petite carte graphique, au moins pour lire l'information. Donc, à partir de ce moment-là, comment on appelle ça? Vous la glissez directement sur le slot, donc en PCI Express. Voilà. Et puis, hop, vous la pluguez, notamment pour pouvoir voir ce qui va se passer sur l'écran. Et alors, ça, on m'a demandé aussi, c'est le genre de petit écran vachement pratique pour voir ce qui se passe à l'intérieur donc de la carte graphique et de votre rig pour pouvoir miner dans de bonnes conditions. Et donc là, bah, forcément, vous n'aurez plus qu'à plugger l'écran sur la carte graphique et puis l'alimenter en USB directement sur votre carte mère. Donc vous trouvez un port, peu importe, hein, vous prenez celui que vous voulez. Ok, et puis vous le glissez dedans. Voilà. Donc à partir du moment où vous avez calé votre carte graphique, que vous avez mis votre petit écran, c'est tout les amis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Votre rig, il est monté, il est prêt. Et on va pouvoir donc passer sur la partie flashage du programme iVOS sur la clé USB et sur lequel, une fois que je vais vous montrer donc comment flasher le programme, on n'aura plus qu'à la glisser directement dedans et puis lancer donc le mineur pour voir ce qui se passe et puis vous être prêt après derrière pour pouvoir miner. Voilà, les amis. Bon, ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je m'occupe comment on appelle ça? De glisser la clé USB sur l'écran et puis je vous reprends justement derrière l'écran pour vous montrer après comment ça se passe. Et puis on reviendra donc à l'intérieur donc de la carte du mineur, enfin du rig, pardon, pour voir notamment la partie des overclocks quand on lance le BIOS du rig. Alors, pour lancer le BIOS directement, hein, avant, on peut très bien enlever, ne pas avoir tout de suite à installer le programme. Hein. Une fois qu'on a fait ça, on peut lancer directement le rig et puis rentrer dans le BIOS. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Je vais tout de suite lancer la carte. On va rentrer dans le BIOS et puis après, on va plutôt regarder le programme. Allez, je vous demande juste un instant, on se reprend tout de suite. Je mets tout ça en marche. Alors, les amis, nous voici donc sur le rig qui a été lancé. C'est parti. J'ai oublié de vous dire surtout, pensez bien à prendre le petit interrupteur hein, qui peut être pratique notamment pour pouvoir lancer le power on, power off. Je vous montre juste au niveau de comment il se monte. Hein. Donc vous regardez bien, c'est la dernière rangée. Ok, les derniers pins sur la première rangée. Ok, une fois que vous avez lancé ça, c'est parti, le rig se met en route et comme on n'a pas encore plugué le programme iVOS, eh bien on va attaquer la partie overclock. Alors, sur la partie overclock et sur la partie BIOS, il y a certains paramètres qui sont importants donc d'être mis en place et notamment sur les overclocks donc en fonction de l'algorithme. Alors là je vais vous montrer un algorithme enfin on va partir sur les overclocks des trois quarts des algorithmes qui suffisent et qui globalement vont vous permettre surtout de ne pas consommer énormément de watts quand vous êtes amené à miner. Alors déjà avant toute chose, comme je vous disais tout à l'heure, à partir du moment où on met la carte graphique au départ juste pour regarder ce qui se passe au niveau du BIOS, et puis après on va désactiver donc la détection de cette carte pour que forcément sous iVOS le rig soit comptabilisé comme rig CPU. Il y a une grosse différence hein, puisqu'on est de l'ordre de 10 centimes par jour par rig quand on est sur un CPU et de 20 centimes quand on est sur un rig GPU. Donc encore une fois, n'oubliez pas de désactiver pour la carte et je vais vous montrer comment sous le BIOS pour que quand vous relancez après votre rig, quand vous avez retiré la carte, ça pose aucun problème. Bon. Alors, il y a donc les paramètres assez classiques, mais c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas à rentrer. Donc sur la partie donc
settings. Vous allez aller donc sur la partie, sur la séquence avancée. Sur la partie avancée, c'est là où globalement vous retrouvez les informations qu'il va falloir changer. Donc notamment sur la partie, alors c'est comme un rig GPU, mais faut mettre du Gen 2, ok, sur la partie PC1. PCE 4 aussi, pareil également, vous mettez du Gen 2. Voilà. Comme ça, vous êtes tranquille, comme quand vous metteriez d'autres cartes graphiques, si éventuellement vous pouvez faire évoluer, bien évidemment, ce rig pour plus tard, quand ça se passera peut-être mieux, et j'espère pour la partie rig GPU, d'autres cartes, parce que c'est évolutif. Bon, pour l'instant, on est sur un rig CPU. Au niveau du chipset, c'est pareil, vous mettez du Gen 2 pour être tranquille. Et c'est là, à ce niveau-là, alors non, c'est pas là, là, c'est pour pouvoir justement activer la partie minage sur carte. Et puis sur cette partie-là, vous ne changez rien. Ensuite, vous revenez en arrière, on descend sur, pas cette partie-là, sur la partie périphérique intégrée. Périphérique intégré, c'est là où globalement ça se passe pour enlever la détection de la carte. Vous avez VGA carte détection et ici vous mettez ignorer. Donc à partir de ce moment-là, une fois que vous avez désélectionné cette fonction-là, vous êtes tranquille, vous pourrez redémarrer le rig sans la carte graphique. D'accord? Pourquoi? Parce qu'après vous pourrez voir votre mineur de ce qui se passe à l'intérieur de iOS. Et notamment en cliquant tout simplement sur l'adresse IP ici sous iOS qui vous ouvrira un écran shell et sur lequel on pourra voir tout simplement ce qui se passe à l'intérieur de votre mineur à distance. Voilà, ce sera beaucoup plus pratique. Mais il y en a souvent qui aiment bien garder voilà, leur petite carte graphique pour voir ce qui se passe dans leur rig CPU. C'est vraiment au choix, mais n'oubliez pas que ça consomme des watts. Hein. Donc là, on est vraiment sur l'objectif d'avoir une efficience maximum. Donc une fois que cette fonction-là est désactivée, il n'y a qu'à ce niveau-là où on a besoin de rentrer. Peut-être, oui, descendre et désactiver la partie audio, ça consomme 4 à 5 watts. Donc, il ne faut pas hésiter à celle-là, à la désactiver. Comme ça, vous serez tranquille en termes d'économie. Vous aurez optimisé au maximum. Ensuite, on va descendre sur la partie paramètres de gestion d'alimentation. Donc, c'est là où il va falloir mettre, activer donc, la restauration du courant après un arrêt. Voilà, ce qui vous évite d'avoir, s'il y a une coupure de courant, à ce que le rig redémarre directement plutôt que d'être obligé de venir le rallumer. Donc là, vous mettez allumé hein, ou power on. Et puis à partir de ce moment-là, c'est fait, c'est activé sur cette partie paramètres de gestion de l'alimentation. Voilà, sur la partie settings à ce niveau-là, c'est les seuls paramètres que vous aurez à déterminer, si ce n'est peut-être la partie boot. Mais je pense que sur la partie boot, il va le faire automatiquement maintenant. Hein, donc, c'est pas utile. Parce que, en fait, vous pourriez spécifier tout simplement de venir booter sur la clé USB votre carte. Mais globalement, ça, c'est si vous auriez un SSD et une clé USB. Là, il va chercher à peu près où est-ce qu'il peut booter le programme. Donc, vous n'avez pas besoin, on n'a pas besoin de rentrer dans ce genre de choses. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc, on passe dans le vif du sujet, c'est la partie OC. Donc, une fois que vous avez paramétré ce que je viens de vous montrer, on va sur la partie overclock. Et donc, c'est là sur la partie overclock. Donc, sur la partie ratio, ici, vous spécifiez bien all core. Par contre, en dessous, le ratio, vous ne mettez pas sur auto. On va le passer en manuel, donc Shift plus. Voilà. Et ici, à partir du moment de ce moment-là, vous allez donc définir donc le corps ratio de votre CPU. Donc là, il faut mettre 37. Ok, vous mettez 37. C'est l'idéal en termes d'overclock. D'accord, pour votre CPU core. Okay. Donc, pour un 3900X et pour un 3950X, pour un 5950X, pour un 5900X, pour la plupart de tous les processeurs, 37 suffit amplement. Bon, j'ai un 3990, on n'est pas sur le même ratio, mais là, on parle vraiment du courant, donc pour se monter une ferme, généralement,
sur tous les processeurs, c'est 37 au ratio Core CPU. Ensuite, vous descendez tout en bas. Alors, je fais juste une parenthèse. Si vous deviez, comment on appelle ça? Si vous deviez miner du XDAG, n'oubliez pas d'activer la fonction ici XMP qui vous permettra d'avoir un meilleur rendement en termes de hash rate sur XDAG. Donc là, on n'est pas sur du XDAG, on est sur les 3/4 des autres processeurs, enfin des autres coins et cryptos qui se minent, donc que ce soit du Ghost Rider, que ce soit du Argon 2D, du Astro BWT pour Dero, ou du Yes Power, pas besoin d'activer la fonction SMP. Sur la partie des RAM, là, bien souvent, il est en auto. Donc, je vous invite plutôt à la mettre au maximum de ce que votre RAM a. Donc là, même combat, vous faites CTRL plus et puis vous montez jusqu'à la fréquence de votre RAM. Donc là, je vais le mettre, on met 3600 en ce qui me concerne pour pouvoir être au max de la RAM. Voilà, 3005, 3006. Voilà. Donc là, j'ai mis 3006. Ensuite, vous descendez tout en bas et puis il n'y a qu'une seule chose à changer, c'est le core voltage. Donc là, rebelote, vous faites Shift plus. Et dans l'Override Mode, tout en dessous, ici, vous mettez moins d'1 volt ou 1 volt, d'accord? Je conseille même 0,98, mais 1 volt, ça ira. Mais en dessous 1 volt, c'est bien. Si vous mettez 0,98, c'est une bonne chose. Okay, c'est le seul paramètre ici que vous avez à changer dans la partie overclock. Ok, donc vous mettez 0,98 si vous voulez. Donc je vais le mettre là. Voilà. Hop. Pardon. Et à partir de ce moment-là, c'est terminé. Voilà. Vous n'avez rien d'autre à changer. Les autres paramètres, vous les laissez comme ça. Et c'est tout. Voilà. Vous voyez, c'est pas prise de tête. Vous avez juste à changer en haut le core CPU. Vous le passez à 37 et en bas, en dessous d'1 volt. Et c'est réglé pour la partie overclock. Ok. À partir de ce moment-là, bah, vous n'avez plus qu'à sauvegarder, enregistrer les paramètres et puis sauvegarder. Donc, on va sur la partie Settings. Ici. Vous appuyez sur Entrée. Vous faites sauvegarder et quitter. Il va vous demander en dessous d'enregistrer les modifications et redémarrer. Et à partir de ce moment-là, on n'aura plus qu'à taper sur Entrée. Alors, ce qu'on va faire dans l'intermédiaire, c'est dans l'intervalle, pardon, c'est qu'on va s'occuper donc de upgrader la partie programme. Et c'est là où je vous retrouve juste derrière l'écran. À tout de suite. Alors les amis, nous voici donc maintenant sous iOS, sur lequel donc je vais vous montrer comment on ajoute tout simplement le programme de flash, de flasher plutôt le programme d'installation donc iOS sur la clé USB pour après derrière pouvoir la booter sur votre rig et puis tranquillement pouvoir envoyer tout ça. Alors sur la partie iOS qui se présente donc quand vous avez créé votre ferme, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, donc vous créez un compte iOS et puis vous nommez une ferme et puis sur la ferme vous allez aller sur le bouton plus ici et puis qui globalement vous propose donc d'ajouter un worker ou un portefeuille, c'est égal. Donc là en l'occurrence on va ajouter un worker. Donc là on n'est pas sous un ASIC, hein, donc on veut ajouter un rig et en l'occurrence un rig CPU. Donc vous allez aller cliquer sur cette icône là. Et puis alors sur cette partie qui va se présenter à vous, vous n'avez plus qu'à cliquer ici sur la partie Install iOS to your rig drive, d'accord. Vous allez sélectionner ici, alors ça dépend si vous êtes sous Windows ou sous Linux. Alors Linux c'est en l'occurrence sur les rigs, sur un rig classique qu'on a l'habitude de choisir. Donc vous allez cliquer sur Linux. À partir de ce moment-là, il va vous proposer de télécharger le programme qu'on va flasher derrière après avec un programme qui s'appelle Balena Eggshare. Voilà. Donc Balena Eggshare, vous le retrouverez sur Google. Je vous laisserai le télécharger. C'est gratuit, hein, d'accord. Vous allez être tranquille avec ça. Et donc une fois que vous avez installé Balena Eggshare, vous occupez sur cette partie de la sélection là de télécharger le programme. Donc vous cliquez sur télécharger et puis donc il va vous envoyer il va vous télécharger donc Hive, la dernière version 06.219. Une fois que vous avez donc cette partie là qui est donc téléchargée,
ok, vous faites donc next, ok. Ici donc il vous propose directement de télécharger Balena iShare, donc vous faites ok, vous downloadez Balena iShare. Vous allez sur Next et puis à partir de ce moment-là, vous allez jusqu'au bout et puis vous faites terminer. Bon, il va vous montrer donc derrière après les différents rigs sur lesquels donc, enfin les différents workers, notamment le dernier que vous souhaitez. Et donc vous allez aller tout simplement sur le worker donc, que vous avez donc sélectionné, mis en place. Et puis sur la partie donc paramètres, vous allez trouver ici un petit fichier qui s'appelle rig config, sur lequel il va falloir cliquer, d'accord, et puis récupérer tout simplement ce fichier-là qui va se télécharger. Et puis sur votre clé USB, une fois que vous avez téléchargé, donc vous avez flashé donc votre sur la clé le programme d'iVOS ici. Vous allez le retrouver donc sur votre clé USB. Alors, je vais vous montrer parce que je l'ai déjà fait. Une fois que vous avez votre clé USB, ça se présente de la façon suivante. Voilà. Donc le programme il est flashé sur Balena iShare, donc sur la clé USB. Donc il y a tout ça. Et c'est ce fichier rig config sur le côté que vous avez téléchargé qu'il va falloir glisser directement, tout simplement sur le programme Hive qui a flashé donc avec Balena iShare sur la clé USB. L'identification donc et éventuellement la flysheet que vous aurez déterminée avant sous iVOS pour la récupérer ici. Donc le fichier rig-config, vous le glissez tout simplement dans la clé USB une fois que vous avez flashé donc le programme Hive via Balena iShare. Et une fois que vous avez glissé tout ça, vous n'avez plus qu'à éjecter la carte. Voilà. Donc je vais vous montrer tout simplement comment ça se passe. Donc on va repasser de l'autre côté et on va brancher la clé USB dans le programme, dans le rig pardon, pour qu'on puisse voir si ou pas sous iVOS le worker est identifié. Donc à tout de suite. Les amis, je viens de sortir la clé USB. On va la glisser une fois que j'ai flashé donc iVOS tout simplement dans la carte. Voilà. Hop. C'est plugué, le Wi-Fi est calé. On a vu juste un petit peu avant la séquence sur les parties overclock. D'accord. Donc j'enregistre et je quitte. Enregistrer les modifications et redémarrer. Donc on lui a bien demandé de booter sur la clé USB. Là on est bon. On fait OK. Et c'est parti. Donc là, normalement, si tout se passe bien, les amis, il devrait pouvoir nous lancer iVOS. Donc dès que on voit ça, dès que iVOS se lance, on va pouvoir donc après rapidement chercher le Wi-Fi. Et puis c'est là où derrière, on va vérifier si... voilà, c'est parti. Donc vous voyez, et puis alors vous voyez la vitesse d'exécution par rapport à une clé USB. Si ça avait été, si ça n'avait pas été du 3.0, ça aurait été vraiment très long. Donc normalement, à partir de ce moment-là, le Wi-Fi, il va falloir taper la commande Wi-Fi hein, pour pouvoir donc chercher votre réseau. Tapez votre mot de passe sur le Wi-Fi. Et puis, à partir de ce moment-là, il va pouvoir accrocher, donc normalement, si tout se passe bien, le rig que vous avez paramétré. Et puis la flysheet aussi. Et donc c'est parti, donc en effet, ça y est, ça se lance. Donc je lui avais demandé de miner sur du Dero, sur le 3900X, le 8e. Et c'est donc parti, effectivement, ça mine. Voilà les amis. Donc écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Hein. Je m'excuse pour les petits interludes. Mais enfin c'est toujours finalement bien d'être en direct parce que comme ça vous montre... la réalité du terrain. Je vous fais juste la petite séquence, on va terminer en bas, on va descendre parce que je vais vous montrer donc que j'ai pu plugger tout simplement en double alimentation, donc une alimentation pour deux rigs systématiquement, ce qui est beaucoup plus pratique. Voilà, et on finira donc sur cette partie-là. Je vous dis à tout de suite. Alors voilà les amis, ça y est, ça tourne du feu de Dieu.
Et donc j'espère que cette petite vidéo, ce petit épisode sur comment on monte un rig CPU vous permettra d'en savoir un peu plus. Bon, bah, n'hésitez pas bien évidemment à laisser quelques commentaires si vous avez besoin, à réconsulter hein, cet épisode qui je pense servira à tout le monde, j'espère, hein, puisque l'objectif c'est quand même d'être vachement... de partager, hein, de fédérateur par rapport à ça. Je finirai donc sur la partie de ce que je vous avais expliqué. Donc à partir du moment où on a un seul bloc d'alimentation, on peut en alimenter deux. Donc il vous faut surtout un splitter voilà, qu'on trouve sur AliExpress ou sur Amazon, généralement dans les 4-5 euros, okay, qui va vous servir celui-ci à splitter donc, sur la partie port du CPU. Vous allez pouvoir donc doubler sur lequel donc vous voyez il y en a un qui va partir sur l'accès du port CPU d'une carte et puis le deuxième va partir sur l'accès vous voyez d'ici du port CPU de la deuxième carte, du deuxième rig. Ensuite simplement acheter donc ce petit splitter 24 pins hein, qui coûte comme je vous disais tout à l'heure dans les oui 12 euros, 8 euros hein, voilà. Bon mais après si vous êtes pressé sur Amazon c'est très bien, en 24 heures ils vous livrent pour 11 euros je crois. Et puis bah, vous le pluguez hein, sur le port 24 pins donc de votre premier rig. Et puis sur votre deuxième rig, vous le pluguez aussi de l'autre côté sur le port 24 pins. À partir de ce moment-là, bah, vous voyez que finalement un petit bloc d'alimentation, 350 ou 400 watts, peut alimenter aisément donc, vos deux rigs. Donc c'est vrai que dans cette configuration précise, on voit qu'on ne peut pas trop les bouger. Hein, vous voyez, par rapport surtout notamment... à la longueur de la rallonge. Mais enfin bon, si globalement vous le posez sur des étagères, ça peut largement faire l'affaire. Et c'est vrai que à partir du moment où ici j'avais commencé à mettre un bloc d'alimentation par rig, eh ben, je vais tranquillement dupliquer, donc ça m'évitera d'investir dans un bloc d'alimentation prochainement, et puis de doubler systématiquement ma ferme pour la partie rig. Voilà les amis, bon bah surtout portez-vous bien, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt sur les prochains épisodes, et puis je vous souhaite à tous un bon minage. Allez, ciao ciao.